Bonjour à tous et bienvenue dans le 3e épisode de la saison 2 du podcast Team Quan. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir Yann Julien, actuel entraîneur de l'équipe de France de basket 3-3. Dans cette conversation exclusive, nous plongerons au cœur de son remarquable parcours, de ses premiers pas jusqu'à aujourd'hui. Nous découvrirons les secrets de sa réussite en tant que manager d'une équipe de haut niveau et nous aurons un aperçu fascinant de sa préparation pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Sans plus tarder, préparez-vous à être captivé par ce voyage inédit au sommet du sport dans l'univers du basket 3-3. Bienvenue sur le podcast Team Quan. La première question est simple, c'est de te présenter un tout petit peu et commencer par parler de ton parcours. Donc déjà, est-ce que tu veux bien dire qui tu es et d'où tu viens ? Alors, d'où est-ce que je viens ? Je suis ardéchois à la base. On va pas faire toute l'histoire, mais bon, j'ai commencé le basket surtout parce que j'étais avec des potes. Et après, ce qui s'est passé, c'est que toujours parce que j'étais avec des potes, j'ai commencé à faire de l'école d'arbitrage. Et donc là, je dois être adolescent, j'avais 15-16 ans, quelque chose comme ça. Et en fait, le truc qui est très marrant, c'est qu'en faisant de l'école d'arbitrage, on nous dit, voilà, si vous voulez monter en niveau, il faut passer le premier diplôme d'entraîneur. Et en fait, je passe ce premier diplôme d'entraîneur et c'est là que je suis tombé amoureux de l'entraînement. Et donc, j'ai très très vite basculé dans l'entraînement. J'ai pas été un grand joueur, tu vois. J'allais te poser la question, t'es passé par la case joueur quand même ? Ouais, je suis passé par la case joueur, juste à un niveau régional, tu vois. Okay. J'ai toujours eu le regret de me dire, tiens, comment ça serait passé si je m'étais entraîné beaucoup, tu vois. Ouais. Alors, je pense pas que j'aurais pu être un grand joueur, mais je pense que, tu vois, peut-être qu'en m'entraînant beaucoup, j'aurais pu au moins franchir quelques étapes. Mais bon, c'était en confrontation quand même avec l'entraînement. Et très vite, à 17-18 ans, j'ai commencé à entraîner. C'est un truc qui m'a totalement passionné. Je pense que ça m'a beaucoup aidé, comme si tu te découvrais une vocation. J'étais un élève à l'époque, modeste, des fois pas très bon même. Et par contre, ce truc-là m'a vraiment donné confiance. Mais je sais pas encore trop ce que je veux faire, et je passe par la case STAPS. Et je me rappelle très bien qu'en STAPS, j'étais un peu paumé. Je voulais pas faire prof de PS. J'étais convaincu de ça, tu vois. Mais je sais pas trop ce que je voulais faire, et c'était hyper généraliste. Et à un moment, j'apprends qu'il y a une formation qui s'appelle brevet d'État. Et je me dis, mais en fait, c'est top, je vais faire du basket dans l'entraînement, le truc qui me passionne tout le temps. Et je me rappelle, je convoque mes parents, j'étais en plein milieu de semestre, je leur dis, je vais arrêter STAPS. Froid. Tu m'étonnes. Intersidéral. Tu m'étonnes. Et ils me disent trop rien, et puis ils me reconvoquent une semaine après, ils me disent, nous, c'est ok, tu vois, tu seras toujours hébergé à la maison, on te donne à bouffer, mais pour le reste, tu te démerdes, quoi. Et je pense que c'est la meilleure décision qu'ils aient prise me concernant. Parce que ça m'a obligé, moi, à trouver un financement. Ça m'a obligé à aussi monter avec le président du club dans lequel j'étais, mon premier poste d'entraîneur. Et le truc a démarré un peu comme ça. Puis après, donc ça, là, à cette époque-là, j'étais entraîneur sur un contrat emploi solidarité. T'étais à quel club à l'époque ? Saint-Jean-de-Museul. Le club dans lequel je suis toujours licencié. Je fais 1 an en tant que salarié, puis après je fais 3 ans à Saint-Vallier où je m'occupe des U18 en championnat de France. Et je me rappelle parce que toi t'étais de l'autre côté, t'étais joueur à Bordeaux. Oui, je me rappelle. Je me rappelle parce qu'on avait gagné à la maison, on avait perdu à Bordeaux. Ça me rappelle un truc, ça. Je me rappelle maintenant. Je me rappelle ton entraîneur, il s'était plaint parce qu'on avait fait zone. Ouais, de la zone en U18, quoi, sans déconner, quoi. J'avais perdu. Chacun cherche ses excuses. Je comprends ça. 3 ans à Saint-Vallier, donc, et puis assistant à N1, je me rappelle très bien, en plus assistant à N1, moi j'avais 21 ans. Il y avait un décalage, parce que du coup je devais participer à l'entraînement avec des gars qui en avaient 30, qui étaient soit pro, soit des fois un peu semi-pro. Mais ça a été une fantastique école pour pouvoir apprendre le job. Et au bout de 3 ans, je rejoins la Ligue pour m'occuper, entre autres, du pôle espoir masculin. J'y fais un peu mon temps à la Ligue, et puis après, avec mon collègue qui était à l'époque dans le Lyonnais, Pierre-Olivier Croizat, on décide de mutualiser un peu nos moyens pour pouvoir monter un institut de formation qui n'existait pas, et à cheval entre la Ligue du Lyonnais et la Ligue des Alpes. Puis après, le truc a grandi, grossi, on s'est tous les deux passionnés pour la formation des entraîneurs. Ça, pour recadrer, c'est ce qu'ils appellent aujourd'hui l'IFRAB. Exactement, ouais, c'est l'IFRAB. Et puis, après, il y a eu la fusion des ligues. Et là, vraiment, c'est une explosion au niveau de l'IFRAB. Et puis en parallèle de ça, je faisais un peu d'équipe de France jeune, j'étais assistant. J'ai fait une Coupe du Monde de U17 et une Coupe du Monde de U19. Et puis c'est après ça que je suis tombé dans le 3-3.
Voilà, ça c'est un peu mon parcours qui est fait surtout de cycles. Et c'est un truc qui m'est assez cher. Je pense que ouais, on a une forme de date de péremption peut-être dans son poste. Et moi, ce que je veux absolument conserver, c'est le fait de kiffer mon job. Et il faut garder de la fraîcheur. Et une fois que le cycle est terminé, faut le reconnaître, l'accepter, passer à autre chose. Et pour faire la genèse un peu de tout ça, c'est quoi qui t'a plu? Parce que jeune, c'est peut-être pas naturel de vouloir être entraîneur à 19-20 ans. C'est quoi qui te plaisait dans le fait d'être entraîneur ou d'entraîner? C'était quoi un peu le why ou la dynamique là-dedans? Franchement, c'est un truc sur lequel j'ai eu l'impression que j'avais le droit d'avoir un peu confiance en moi. Sur ce truc-là, tu vois. En tant que joueur, je pense que je me cherchais. Et puis à cette époque-là, on s'entraînait pas énormément. C'est-à-dire que moi, je me suis entraîné une fois par semaine, mes années poussin, benjamin, mini, mais vraiment 2 fois par semaine en cadet, tu vois. Et aujourd'hui, ça n'existe plus, ça. Il y a très peu de clubs qui proposent ça, en tout cas quand tu veux faire de la compète. Et par contre, ouais, quand je suis passé dans l'entraînement, j'avais l'impression que je pouvais aller plus loin, plus vite. Atteindre des niveaux dans lesquels j'allais prendre du plaisir plus rapidement, et c'est ce qui m'a fait basculer. Et t'as des icônes un peu au début quand tu t'es lancé, où tu disais ouais, des coachs un peu qui t'inspiraient, tu disais ok, là ça m'inspire, j'ai envie d'aller dans ce chemin-là un peu? Ouais, le premier qui m'a vraiment inspiré, c'était Pierre Vincent. Ok. Je me souviens, on est sur le BE1 et une intervention de Pierre Vincent, et je me sentais, tu vois, un peu costaud. Je me dis putain, là je suis un peu bon, tu vois, et puis il débarque, je crois qu'il nous fait 2 jours d'intervention. Ok. Et je prends une mémorable claque, quoi. Je me dis, waouh, en fait, tu comprends rien au basket. C'est bon, ça. Et il a juste 20 ans d'avance, tu vois. Donc ça m'avait quand même Et bien quand marqué. tu parles de ça, tu parles de compétences techniques ou managériales ou tout mélangé? Ouais, un ensemble. Un ensemble de tout. Ensemble, il y avait une forme de charisme. Et puis je pense que ça a matché un peu aussi, tu vois, avec une vision qui n'était pas encore développée chez moi du basket. Mais que je trouvais qu'il avait réussi, lui, à y mettre des mots. Et je pense que là-dessus, tu vois, ça a bien collé avec ce que je voulais, en tout cas, développer en termes de basket. Ok. Et alors, donc, tu as été coach 5-5 jeune pendant toute ta formation. C'est quoi la bascule 3-3? Elle vient d'où? Elle vient comment? Alors, il y a eu toute une dynamique autour du 3-3 en France, on la connaît, etc. Mais c'est venu comment pour toi, personnellement? Le hasard? Ouais, le hasard total. Ok. Le hasard total, alors on pourrait peut-être lui dire que c'est finalement une opportunité que j'ai peut-être su saisir. Mais en fait, le truc qui se passe comme ça, c'est que j'avais des étés qui étaient relativement chargés parce que j'avais fait effectivement 2 années de Coupe du Monde en 5-5, mais les 3 années d'avant, j'avais fait une formation européenne de coach en basket. Okay. Donc les étés étaient bien pris, puis j'ai eu mes 2 enfants dans cet intervalle-là. Et en fait, un été, je dis, je vais tirer un peu le frein à main et je vais prendre du temps un peu en famille. Et donc je dis au coach avec lequel je bossais en 5-5, cette année, je repars pas, tu vois. Okay. Sauf qu'il m'appelle quand même. Okay. Et il me dit, écoute Yann, c'est pas pour le 5-5 que je t'appelle, c'est parce que j'ai réité aussi d'un projet 3-3. Et c'est une Coupe du Monde, U18, filles, au Kazakhstan. Ouais. On a besoin d'une personne pour pouvoir faire la vidéo. T'es chaud? Je dis attends, vas-y doucement parce que c'est un peu beaucoup. C'est quoi ce truc? Et en fait, j'avais une vision, si tu veux, un peu du 3-3, un peu peut-être hyper primaire, tu vois. Même aujourd'hui, je me dis c'était un peu bébête, tu vois. Ouais. C'est-à-dire, la première fois qu'on nous a présenté le 3-3, je me suis dit réflexion de base. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je vois. C'est un peu marketing, machin. On a suffisamment de boulot avec le 5-5. En gros, venez pas nous emmerder avec ça. Oui, la réflexion de base, quoi. La réflexion de base. Ouais, je vois. Non, sauf que lui, il me propose ça. Et je me dis, ouais, alors c'est où? Il me dit, c'est au Kazakhstan. Je dis, c'est combien de temps? Il me dit, là, en tout et pour tout, avec la compète, il y en a pour 10 jours avec le stage, tu vois. Je dis, allez, vas-y, feu. Je monte dans le train, on y va. J'apprends les règles dans le train, du 3-3. T'avais pas de notion avant? Ouais, j'avais une coupe, mais très vague, tu vois. Très vague, ok. J'apprends les règles et tout, machin. On fait 3-4 jours de stage avec des joueuses qui étaient pas forcément celles qui étaient les plus attendues, tu vois. Parce qu'elles étaient prises par le 5-5. Et en fait, le truc se met à bien matcher, tu vois. On sent que ces filles-là, elles sont hyper contentes d'être en équipe de France. 3-4 jours de stage, nous voilà partis au Kazakhstan. Moi, je fais ma petite vidéo, on sent que ça matche bien, on met tout sur la défense. Et on sort des poules sans trop de problèmes, on passe l'écart. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur une Coupe du Monde du 18, c'est un niveau hyper hétérogène. Ouais, bien sûr, Tu vas avoir du très lourd, mais tu peux avoir aussi des nations qui sont un peu au commencement. Et en demi-finale, on gagne, je crois, péniblement contre l'Espagne, mais un match France-Espagne, tu te dis, je vois. Dans le game, tu vois, ça pèse un peu. Et on passe ce match-là, et en finale, on se retrouve face aux USA. Et là, on se dit, c'est super cool, on a déjà une médaille d'argent, on est juste là pour kiffer. Sauf qu'il y a un vrai alignement des planètes. C'est-à-dire que les filles, défensivement, elles défendent le plomb, tu vois.
Et puis en attaque, le truc s'aligne bien. Alignement des planètes, et les filles battent les USA, elles sont championnes du monde. Et puis là, j'avais mis le doigt dans l'engrenage et je me suis dit, en fait, c'est génial ce truc. Ah, ça a été le début de l'histoire, sur une victoire comme ça, quoi. Je pense que c'est vraiment là où je tombe amoureux de la discipline en me disant, putain, je m'étais pas rendu compte, tu vois. Faut le vivre. Ouais, bien sûr. Pour capter tout ce que tu peux capter dans le 3-3. C'est intéressant, c'est que de parler de ton regard où au début tu as un peu le cliché de base de dire ok le 3-3 et tout ce qui va avec. Et maintenant, avec le recul que tu as, justement sur les différences 3-3-5-5 et comment toi tu vois le 3-3 aujourd'hui et comment ça a évolué depuis. Alors il y a eu les JO, il y a encore les JO, etc. Il y a plein de trucs autour du 3-3. C'est quoi un peu, alors ce serait long je pense à débattre là-dessus, mais globalement sur l'évolution du 3-3, c'est quoi un peu ton regard? Ce qui est vraiment cool avec le 3-3, c'est que j'ai l'impression qu'on est sans cesse en train d'explorer un nouveau territoire. Et ça, c'est hyper frais parce que forcément, ça nous met dans une espèce d'émulation un peu, tu vois, intellectuelle, technique, tactique, stratégique, management. Il y a tout ça qui se percute et ça, c'est vraiment cool. Et effectivement, l'évolution, elle est vraiment exponentielle à tous les égards. Que ça soit sur les aspects tactiques qui étaient à la base simples. Et aujourd'hui, je vois tellement de différences entre les deux disciplines que j'en trouve ça hyper chouette. Ça veut dire qu'on va pouvoir, à un moment, donner à manger à tout le monde. Tu vois, il y a des gens qui vont continuer à s'éclater dans le 5-5 et c'est top. Ouais, bien sûr. Puis il y a des gens qui vont se trouver une autre voie, une nouvelle voie avec le 3-3. Et ça, je trouve ça vachement frais, quoi. Et sur le coaching, justement, parce que dans le 5-5, il y a une longue histoire, il y a un passif, il y a des grands coachs qui sont passés. Sur le 3-3, c'est une histoire nouvelle presque qu'il faut écrire, parce qu'au final, c'est très frais comme discipline. Donc pour les coachs, j'imagine, c'est tout le temps mettre en place des nouvelles stratégies et essayer de... Je sais pas, c'est quoi un peu la dynamique de coach là-dedans? Alors, tu dois être créatif ou tu dois plutôt t'inspirer des autres ou un peu de tout ça? Un peu de tout ça. Un peu de tout ça. Tu peux te permettre d'être créatif déjà. Oui, j'imagine. Parce que l'histoire, j'ai envie de dire, elle est jeune. Bah oui, c'est pour ça. Et donc, tu n'as pas le poids d'une espèce de culture où tu n'oserais pas. Exactement. Tu vois, et des fois, c'est vrai que dans le 5-5, tu dis, je vais oser un truc de dingue. Tu n'oses pas trop le faire. Tu te dis, bon, forcément, le regard des autres équipes, des autres coachs, ou même à l'intérieur de ton équipe, ça peut être problématique. Dans le 3-3, tu peux te permettre des trucs que tu ne pourrais pas te permettre. Donc, l'aspect créatif est hyper important, mais aussi, on s'inspire de tout ce qu'on voit. Et je pense que notre première source d'inspiration, c'est les joueurs et les joueuses. Ouais, bien sûr. C'est d'arriver, là, tu vois, avec l'équipe de France, on essaie d'avoir des moments de créativité où on n'est pas derrière les joueuses. C'est-à-dire qu'on fixe une ou deux contraintes, on les laisse jouer 5 minutes et nous, on se met en recul et on observe. Et puis, hop, on prend des notes parce que des fois, le jeu va t'aspirer vers quelque chose. Et là, tu as l'émergence d'un truc et là, il faut arriver à le choper, le noter pour après le bonifier, quoi. Ouais, c'est clair. Et tu as des... Alors, j'imagine que oui, mais tu as des joueuses qui sont plus adeptes à la créativité que d'autres. J'imagine que oui. Parce que tu sais, souvent dans le 5-5, tu as un peu le profil, le joueur ou la joueuse très carré, très dans le système, d'autres qui sont plus, entre guillemets, un peu créatifs, etc. Alors, j'imagine que sur le 3-3, il y a quand même une thématique créativité qui est un peu obligatoire quand tu es joueur de 3-3, non? Oui et non. Oui et non. Déjà, le premier truc, c'est que quand les joueuses, tu les récupères, et puis que nous, on essaie un moment, parce que ce qu'il faut comprendre dans le 3-3, c'est que tu n'as pas de coaching en live. Ouais, je sais bien. Donc le coach, il est dans les tribunes, et donc en fait, l'avant et l'après, dans l'acte de coaching, il est fondamental. Et donc notre job, c'est d'essayer de les accompagner à la meilleure prise de décision possible pendant le match. Et au départ, donc, notre approche, c'était de dire, il faut qu'on les questionne, il faut qu'on les remette en tant qu'actrices des choix. Donc le questionnement, il est hyper important, parce que si je te questionne à un moment, tu es obligé de faire marcher un moment la cafetière, tu vois, faut que ça bouillonne un peu. Et donc du coup, quand on posait des questions au départ aux joueuses, attends, mais qu'est-ce qui me veut celui-là? On ne pose jamais de questions. C'est pas habituel, on me dit plutôt, tu as ça et ça à faire. Mais en fait, le truc se met très vite en marche. Et après, dans un second temps, tu vas avoir toutes sortes de profils. Tu vas avoir le profil de la joueuse qui a besoin quand même d'être rassurée par un truc un peu carré. Et celle-là, tu lui donnes à manger là-dessus, mais tu lui fais comprendre aussi qu'il faut un moment exploser le plafond de verre en amenant aussi autre chose. Et puis il y en a d'autres qui ont effectivement un côté créatif qui est plus accessible. Mais ce côté créatif, lui-même, il faut un moment lui dire, écoute, là, tu vas cadrer un peu le truc parce que ça part dans tous les sens. Tu vois. Donc il faut partir des forces des gens, et il faut maximiser les forces, mais il faut faire attention et réguler l'excès des forces.
Je comprends ça. Et toi, en tant que coach, c'est pas trop frustrant, justement? Tu parlais un peu de ça, soir de match, enfin, soir de compétition ou jour de tournoi, etc., de ne pas être sur le terrain. Tu as été coach de 5-5, donc plutôt proche des joueurs et des joueuses. Te retrouver dans une tribune, et ça doit être frustrant, ça, j'imagine, pour un coach, non? Alors, c'est une question qu'on me pose souvent, tu vois, parce que forcément, dans le 5-5, tu dis, le coach, il est sur le terrain. Tu vois, des fois, presque, il est sur le terrain. Il pilote le truc, tu vois. Ouais. Et en fait, sincèrement, non. Okay. Vraiment, sincèrement, non. Moi, ce que je trouve très, très cool dans notre métier, c'est justement d'arriver effectivement à coacher l'avant et l'après. Ouais. Et le pendant, tu es dans l'observation et dans l'encouragement, quand on t'entend. Voilà. Ouais. Mais établir de nouvelles stratégies pour accompagner la joueuse, je trouve ça vraiment cool. Alors des fois, ça nous porte un peu préjudice parce que à un moment, je pense que dans l'inconscient des gens, on s'est dit le 3-3, c'est une pratique libre. Ouais. Et allez hop, on jette un ballon, on se casse, et puis les gens ils jouent, et puis il n'y a pas de souci. Ouais. Et ça, c'est faux. C'est-à-dire que si à un moment on veut pousser la performance, il faut que tu aies un encadrement qui permette effectivement à la joueuse d'avoir ce regard un peu extérieur, cet accompagnement, cette vision, et d'arriver à décharger aussi les joueuses, parce que avoir le joueur qui gère tout, donc les aspects du jeu, les aspects de l'entraînement, les aspects des relations avec la fédération internationale, etc., c'est pas possible, c'est une charge qui est trop lourde. Et justement, c'est intéressant par rapport un peu, alors toujours, c'est pas pour faire des clichés, mais quand on parle de 3-3, discipline libre, moderne, etc., c'est intéressant de savoir, toi, ce que tu mets en place avec tes joueuses pour justement travail vidéo, tout ce qui est le travail physique, le travail technique. J'imagine que tu prépares à des Jeux Olympiques quand même, tu vois. C'est intéressant peut-être parce que je pense que beaucoup de gens n'ont pas le regard sur tout ce qui peut se passer sur le 3-3 et de se dire que justement, oui, on voit ça sur l'équipe, ok, c'est cool, elles jouent 10 minutes, elles font du basket et puis voilà, on verra qui gagne à la fin, tu vois. Je pense que c'est intéressant de recadrer un peu le fait qu'en fait, il y a tout un travail derrière qui est hyper précis et qui est même, voire peut-être plus précis que dans le 5-5, je sais pas, mais en tout cas au moins aussi précis en termes de vidéo et de travail spécifique. Que le 5-5, mais c'est sûr qu'il y a un travail qui est conséquent. Aujourd'hui, dans la haute performance, c'est impossible d'exister au plus haut niveau si tu n'es pas entouré de spécialistes. Ce que j'aime bien dans la construction de notre staff, c'est que tous ont une spécialité, mais tous ont aussi des compétences transverses. C'est-à-dire que quand à un moment on demande au préparateur physique quelles compétences il doit avoir, en tout cas pour nous, pour le 3-3, c'est une vraie compétence bien sûr en préparation physique, mais il doit aussi connaître le basket, il doit aussi connaître le 3-3, sinon les commandes, il ne pourrait pas les digérer. Il faut qu'il arrive aussi à avoir une vraie vision sur le projet de jeu, parce que la façon dont on veut jouer a forcément des conséquences sur la façon dont on veut développer les athlètes sur le plan physique. Donc du coup, tout cet aspect-là, la préparation physique, le développement individuel de la joueuse, avec essayer encore une fois de faire matcher d'abord les forces, tout ce qui va être de l'ordre de l'analyse du jeu. L'analyse du jeu, ça va du travail de vidéo sur le scouting adverse, sur comment nous, on joue, et toutes les phases de débriefing qui sont fondamentales. Quand on fait du débriefing, il ne s'agit pas d'amener un rapport à la joueuse, de le poser et de dire voilà, t'as tout qui est ici. Il faut rentrer dans cette espèce d'horizontalité, de ping-pong. Ça revient avec l'idée de questionner. Exactement, parce que la joueuse, elle doit complètement s'approprier ça. La joueuse, même en bout de ligne, elle doit être capable de dire mais en fait, moi, j'ai une idée. Et après, ça sera bien sûr au staff de la suivre ou pas, mais ça serait tellement dommage de se passer de ça. Et de se dire, tiens, non, elle a une idée, on s'en fout. Parce qu'à un moment, c'est aussi ça, l'émergence de l'intelligence collective. Et donc, en fait, tous ces spécialistes-là, on essaye effectivement de mettre tout ça en place pour que la performance, elle puisse être générée. Puis, il y a aussi un assistant, une équipe médicale autour. C'est ce qu'on retrouve aujourd'hui dans tous les staffs j'ai envie de dire, de haute performance. C'est clair. Et alors, du coup, pour recadrer sur ce projet olympique, parce que là, on va vers les JO, ça y est, ça file très vite. Juste pour contextualiser un peu, donc, vous avez monté une équipe de préparation olympique qui va se préparer tout au long de l'année sur un format totalement atypique, en tout cas jamais vu par rapport à ce qui se passe dans le 5-5 classiquement, où tu fais ta prépa, tu joues ta saison, etc. Juste pour décrypter un peu ça, je connais le modèle, mais peut-être que d'autres ne connaissent pas le modèle, et c'est intéressant justement de décrypter, parce qu'il y a eu pas mal de on-dit sur ça justement, et c'est intéressant, je pense, de décrire ça d'une manière un peu concrète et savoir un peu comment ça va se passer pour vous. Alors en fait, il y a plusieurs choses qui se percutent. Il y a un événement tout à fait exceptionnel qui sont les Jeux à Paris. Voilà, ça c'est une fois par siècle. Et très vite, on s'est dit, il faut qu'on arrive à se donner tous les moyens possibles pour réussir cette grande compétition.
Premier élément. Deuxième élément, veille de la concurrence internationale. Et on s'aperçoit que l'attrait des jeux fait que les gens sont en train de s'armer. Alors chez les filles, c'est moins avancé que chez les garçons, mais il y a quand même cette professionnalisation qui peut être hybride, qui peut être totale, qui est très diverse dans le monde. Il n'y a pas encore un modèle, j'ai envie de dire, commun, mais ça, on s'est aperçu que c'était en train de monter très fort. Et donc, avec la fédération, on se dit à un moment, la spécialisation, on l'a bien vu chez les garçons, il n'y a aucune raison que ce ne soit pas de la même façon chez les filles. À un moment, il faut se spécialiser. Et faire simplement du 3-3 l'été, on ne pense pas que ça va être suffisant pour préparer les Jeux. Donc, on monte en premier projet en disant on va démarrer au mois de janvier. Pourquoi au mois de janvier? C'est que la problématique aujourd'hui dans le basket féminin 3-3 de haut niveau, on n'a pas de compétition internationale entre, on va dire, octobre et fin avril. Donc ça nous posait un vrai problème parce que c'est quand même un révélateur, la compétition de l'entraînement. Et on s'est dit, si on commence en janvier, on aura plutôt le bon timing pour ça. Dans la négociation avec les clubs, et c'est vrai que c'est pas simple, on l'entend bien pour les clubs, on a accepté de démarrer en septembre. Comme ça, les joueuses sont pas dans les clubs pendant toute la saison. Sauf que tout ça, ça nécessite des moyens. On va pas dire aux joueuses, maintenant, vous nous rejoignez, puis vous avez 0 sur la feuille de paye. Il faut qu'elles puissent continuer à vivre, et à minima, comme elles étaient dans le 5-5. Et en fait, il y a un truc qui match, c'est qu'on a un appel de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de basket qui nous dit, en fait, nous, on a un projet, on voudrait développer une équipe féminine pro de 3-3. Mais ils ne pensaient pas du tout au jeu, quoi. Et on leur dit, putain, c'est assez marrant parce que nous, on a un projet de préparation et il faut qu'on arrive à monter et avoir les moyens pour le faire. Et en fait, très vite, on a pu matcher. Ça a mis du temps parce que c'est complètement nouveau comme process. Mais finalement, ce côté construction hybride, innovation, ça colle bien avec l'esprit du 3-3. Clairement. Et on a réussi, effectivement, la Fédé, la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de basket et puis la station La Plagne, à faire matcher tout ce beau monde-là. Et on a créé donc une équipe pro de 3-3. Qui fait que ça toute l'année, et tu as 8 joueuses dans cette équipe pro. Et il faut bien distinguer quand même cette équipe pro, qui certes va être un outil puissant pour les Jeux et pour l'équipe de France, mais c'est pas l'équipe de France. Bien sûr, parce que l'équipe de France, ça dépasse ces 8 joueuses-là. L'équipe de France, on a des périodes qui sont bien normées, les fenêtres internationales, en novembre et en février, et puis la dernière ligne droite vers les Jeux, c'est-à-dire à partir de début juin, ça c'est l'équipe de France. Pour des néophytes, c'est le même modèle qu'un club classique de 5-5 qui libérait des joueurs ou des joueuses pour l'équipe de France l'été sur une compétition internationale. Exactement. C'est juste que dans le 3-3, c'est pas atypique, mais c'est nouveau. Donc on a moins le modèle mental, mais finalement ça ressemble à ça. Enfin, c'est la même chose. C'est la seule équipe française à être pro. Oui, bien sûr. Donc il n'y en a pas 15 000. Et après, on n'est pas ni dans une vie de sélection, ni dans une vie de club. Quand on est en sélection, on sait que ça dure un temps qui est généralement plutôt court, on va dire une semaine, 15 jours, puis après on rentre à la maison. Mais c'est vrai que pendant ce temps court, on est H24 ensemble. Et dans la vie d'un club, on se voit tous les jours, mais pour autant, on ne vit pas ensemble. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a terminé l'entraînement, chacun chez soi. C'est ça. Et en fait, nous, on est dans un truc qui est entre les deux. Et donc, le choix qu'on a fait, c'est d'avoir un format de camp. C'est-à-dire qu'on va faire 3 camps consécutifs, où là, on vit ensemble. Et puis, on relâche un peu, j'ai envie de dire, la bride pour qu'on puisse s'aérer aussi un peu la tête. Les filles, les staffs, chacun rentre chez soi. Et on a un travail individualisé à faire à la maison. En préparation physique, en basket, de façon à pouvoir garder un peu. Puis il y a des semaines aussi, des fois, de décharge par rapport à ça. Et avec un peu de recul maintenant, pour des filles qui sont habituées au 5-5, donc toujours le truc très cadré, entraînement à telle heure, match, etc., maintenant qui se retrouvent un peu en autonomie, pas tout le temps en tout cas, sur les périodes notamment où elles ne sont pas en stage avec vous, avec le staff, j'imagine que il y a une forme de vrai enjeu autour de ça, d'être sûr que ça se passe bien, qu'elles soient en autonomie, qu'elles fassent bien. Alors, je pense que tu as des profils qui vont bien pour ça, mais je pense que globalement, pour un entraîneur, ça ne doit pas être facile, ça, d'avoir ce recul-là, tu vois. Forcément, tu as un petit peu d'appréhension. Oui, bien sûr. Parce que tu te dis, c'est un système qu'on n'a jamais éprouvé, mais
j'ai envie de dire, quand tu étais joueur pro, que tu rentrais à la maison, j'espère que ton entraîneur te faisait confiance. C'est ça. Et qu'il venait pas vérifier que tu sortais en boîte ou ci ou ça. Enfin, il y a un lien de confiance. Ça pouvait le faire des fois. Je pense, mais bon. Donc, il y a un lien de confiance quand même à établir. Après, nous, on essaye de les suivre de plusieurs manières. Alors, il y a le contact qu'on va garder. Moi, j'aime bien fonctionner sur... tu me laisses un petit vocal et tu me dis comment s'est passée ta semaine. Et j'aime bien le côté vocal. Ouais. Tu sais, que tu peux avoir sur WhatsApp. Ouais, bien sûr. Parce que c'est plutôt rapide, c'est pas trop contraignant. Puis t'as la voix. Ouais. T'as la voix et tu sens un peu. Quand ça commence à être un peu foireux, tu sens que la voix, ça a été. Voilà, tu vois. T'as ça. Et puis aujourd'hui, là, on a investi dans du suivi avec des cardio-fréquence-mètres. Et donc, en fait, les filles, dès qu'elles font une séance, elles ont les cardio, même quand elles sont à distance. Et toutes les données nous remontent et ça permet, nous, de juger un petit peu des intensités. Mais là-dessus, on est assez ouvert. Ce qu'on cherche surtout, c'est que les objectifs qu'on s'est fixés soient poursuivis. Ouais, bien sûr. Et après, il y a un truc qui est fondamental, c'est qu'à un moment, l'autonomie, c'est un puissant levier de motivation. Énorme. C'est-à-dire que quand l'athlète se sent au cœur de son projet, et je pense qu'il n'est jamais autant motivé. Ouais, ça, je suis d'accord. Pour moi, c'est fondamental. Et si on était dans un truc où, tu vois, on est toujours derrière, je pense que ça serait voué à l'échec à un moment. Ça va aussi avec l'ADN un peu du 3-3, Bien sûr. qui propose aussi ce côté un peu les entrepreneurs du basket, avec ce projet un peu, justement, où les joueurs sont plus en autonomie, le coach qui est un peu plus en retrait, entre guillemets, ça correspond un peu à cet ADN-là, j'imagine. Bah ouais, c'est complètement dans l'ADN, et moi j'y souscris à 150%. Et il faut faire prendre conscience, en tout cas ça fait partie d'un des rôles qu'on a quand on accompagne une équipe de 3-3, c'est d'avoir cette capacité à accompagner l'athlète à la prise de conscience. Lui dire, mais il faut que tu sortes aujourd'hui, sors de ce schéma ancestral où on te disait, va à droite, tu vas à droite, va à gauche, tu vas à gauche. Non, on te fait voir la visée. Regarde, le sommet, il est là, mais tu as ce chemin-là, ce chemin-là, ce chemin-là. Et peut-être que même, tu peux des fois passer d'un chemin à l'autre, toi, parce que ça va te correspondre. C'est là-dedans que tu vas être la plus performante. Tu vois ? Et ça, c'est vraiment notre rôle. C'est intéressant en termes de management, ça, par rapport à ce que tu dis, parce qu'on a l'habitude des coachs qui sont... Enfin, l'habitude, je dis ça, peut-être un cliché encore une fois, mais des coachs qui peuvent être un peu stricts ou, OK, à droite, c'est tout le monde à droite, à gauche, tout le monde à gauche. J'ai l'impression que dans ton approche, c'est juste l'inverse, en fait. Alors... Je voudrais pas, par contre, que tu vois, ça soit pris comme une espèce d'anarchie. Ouais, je comprends ça. C'est tout sauf ça. Ça veut dire que, comme dans tous les groupes, il y a des moments où aussi il faut recadrer un peu les gens. Bien sûr, ouais. Tu vois. Mais l'idée, c'est vraiment d'arriver à se dire que l'athlète, l'équipe est au centre. J'aime bien cette association des deux. On ne peut pas avoir une équipe qui écrase l'individu. Je crois que ça ne marche pas. Ça veut dire, bien sûr que l'équipe est en première, mais l'individu, il existe. Et en fait, c'est cette espèce de synergie entre l'individu et l'équipe. À un moment, les performances de l'individu n'ont de sens que s'il y a des performances de l'équipe. Oui, bien sûr. Tu vois. Et les deux doivent matcher. Et ça, c'est des choses sur lesquelles il faut on ramène les athlètes. Mais le truc qui serait hyper cool, tu vois, c'est que quand nous on challenge les athlètes, c'est qu'à un moment les athlètes soient aussi capables de challenger le staff, ou que le staff se challenge en son sein aussi, tu vois. Ça arrive des fois, ça ? Ça commence ? Ouais, ça peut arriver. Ouais, ça peut arriver ? Ouais, ça peut arriver. Okay. Ça peut arriver. Tu vois, alors c'était pas sur du basket, mais je me retrouve à un moment sur un article de presse qui sort et je trouvais le truc hyper injuste. Okay, ouais. J'étais furieux, quoi, parce que je me disais, c'est pas que ce qui était raconté dans l'article était faux, c'est que c'était exagéré et qu'il n'y avait pas toute la vérité. Ouais, okay, donc il y avait une forme de parti pris, tu vois. Ouais. Ça m'agace, tu vois, je suis hyper agacé. Et j'en parle aux filles, tu vois. Et c'est elle qui me ramène à la raison. Qui me dit, mais écoute Yann, attends, tu contrôles ça ? Et en plus, elle me dit, tu sais, tu es toujours en train de nous répéter, c'est chaud, très bien. Investis, mets de l'énergie sur ce qu'on contrôle, ce qu'on contrôle pas. Ma foi, tu vois, il faut un peu en faire fi, tu vois, ça sert à rien. Et elle me ramène ça, tu vois. Et j'ai trouvé ça très cool. Je me dis, putain, merde. Reprends tes esprits, elles ont raison. Tu vois. Et quand tu es là-dedans, je trouve que tu es dans un truc, j'aime bien cette idée, tu as de l'intelligence collective. Et je pense qu'on va beaucoup plus loin avec ça que dans un truc où tout descendrait du coach. Si tout descend du coach, à un moment, tu peux pas dire, à un moment, j'ai l'intelligence absolue, je sais tout. Bien sûr, c'est clair. D'accord, c'est pas vrai. Donc si tu es là-dedans, si tu es que dans du descendant, plafond de verre.
et tu limites la performance. C'est clair. Et avec ton staff, c'est pareil, tu essaies d'avoir un peu des dynamiques un peu comme ça de management pour essayer de challenger tout le monde et que tout le monde se challenge. Complètement. Ouais. En sachant que toi, tu es le numéro 1, mais que tu as ton staff autour de toi. Tu as toujours cette position parce qu'on a beau, effectivement, à un moment, prôner l'horizontalité. Il y a une hiérarchie quand même. À un moment, bien sûr. Tu es en bout de chaîne, sinon ça ne peut pas marcher. Mais en bout de chaîne, tu dois avoir quelqu'un qui peut, s'il n'y a pas eu consensus intelligent commun, qui doit trancher. N'empêche que la plupart du temps, effectivement, c'est challengeant, tu vois, ou ce que j'aime bien, c'est... Tiens, j'ai vu un truc, qu'est-ce que t'en penses? Tu vois? Et là, tu fais naître, ah ouais, ça m'intéresse, machin. En fait, il faut créer systématiquement ces zones de débat, et là, tu crées une vraie émulation. Et finalement, quand tu as ça, je trouve que tu mets les gens en appétit, et automatiquement, les gens s'investissent dans le truc. Et il faut donner de vraies responsabilités aux gens. C'est hyper intéressant. Et alors, là, on a parlé beaucoup de management, de toi et ton équipe, ton staff, etc. Et pour toi, individuellement, le jeune coach ardéchois qui va du coup coacher aux Jeux Olympiques en termes de vécu individuel, comment toi t'abordes la chose en tant que personne là pour le coup? C'est quand même une histoire, tu vois, de faire les Jeux Olympiques de Paris en tant que coach. C'est une belle histoire. Ça va être assez paradoxal, mais bon, je sais pas. J'ai un rapport à la compétition qui est des fois un peu bizarre. En fait, en 2022, quand on est champion du monde, bon, t'as une explosion de joie, ça je vais pas le nier, mais en fait c'est un truc qui est assez fugace, tu vois. Si tu t'étais au nirvana, mais ça dure 7-8 secondes, où là tu touches pas à terre, t'as l'impression de flotter, puis t'as un sentiment de plénitude, mais ça dure 3-4 heures. Et en fait, j'ai même pas célébré ce titre de champion du monde. C'est-à-dire que derrière, il y avait une Women's Series qui arrivait. Et je devais récupérer, donc toutes les joueuses qui avaient fait la Coupe du Monde, je les plaçais au repos, et je récupérais 4 nouvelles joueuses en équipe de France pour aller faire la Women's Series. Et j'ai basculé tout de suite. Direct. Et je m'en veux, tu vois, après coup, parce que je me dis, mais attends, champion du monde, t'aurais dû fêter ça, tu vois, faire la fête, célébrer pendant une semaine, tu vois. Et donc du coup, j'ai des fois un peu du mal à me dire que c'est les Jeux Olympiques, tu vois, c'est un truc de dingue. Bon, je commence petit à petit à réaliser, parce que tout le monde te le dit. Ça va commencer à monter, Et aujourd'hui, chose dont je suis convaincu, et je pense que j'ai cette chance-là, notamment au travers à la fois de la fédération et à la fois de l'Agence nationale du sport, d'être un peu, tu vois, accompagné, parrainé par des gens qui ont vécu cet événement-là. Et qui, un peu comme un grand frère, viendrait me dire, tu sais, c'est pas une Coupe du Monde, cherche même pas, c'est pas une Coupe d'Europe, cherche même pas, c'est un autre truc, t'es dans une autre galaxie. Et donc, il faut construire les choses pour être prêt à débarquer sur une planète dans laquelle t'as jamais posé les pieds. C'est pas la Lune, hein. Ça va être Mars. Tu l'as que vu de loin, Mars, et tu vas foutre les pieds dessus. Et donc en fait, ce qu'on essaie de faire là avec nous, le staff, c'est de se dire, quoi qu'il arrive aux Jeux Olympiques, tout le monde va être au top de sa forme. Tout le monde aura préparé des trucs que personne n'aura vus. Et donc, il faut qu'on arrive à avoir cette capacité à s'adapter à l'imprévu. On va essayer de prévoir le maximum de choses, mais c'est impossible de tout prévoir. Mais par contre, on peut aussi développer cette capacité à gérer les imprévus. Et donc, ce qu'on cherche à faire généralement avec les filles, c'est aller surprendre. À générer des fois un stress inhabituel. La dernière fois, j'ai discuté avec un coach de l'ANS qui avait vécu les Jeux. Et il me dit, des fois, pour pouvoir surprendre mes joueurs, donc c'était un coach de tir. Et donc, il coach 2 athlètes. Et sur une compétition qui n'était pas une compétition majeure, mais qui était quand même une compète, après la demi-finale, donc le moment entre la demi-finale et la finale, il s'est barré. Il a rien dit à ses athlètes. Il s'est cassé le tir. C'est bon. Et voilà, et gérer le truc, c'est un imprévu. Imagine au jeu, tu as ce type de situation où tu as un imprévu, je sais pas moi, le coach n'est pas là, ou tu as une défense atypique que j'ai jamais vue. Et en fait, cette capacité à surmonter l'imprévu, à s'adapter aussi. Alors dans le 3-3, c'est plutôt habitué. L'adaptation, parce que sur les compétitions, on va avoir des compétitions hyper carrées, on va avoir des compétitions, des fois c'est un peu folklore.
Et ça, c'est des trucs, ouais, ça c'est intéressant. Et depuis que vous avez repris le projet, là, t'as essayé des trucs comme ça un peu de challenger tes filles là, sur des trucs on a commencé à faire des trucs qu'on voit pas trop habituellement. Je veux pas lâcher trop de ouais, non, bien sûr, faut pas. On peut être vu un peu partout. Ouais, c'est clair. Mais on a commencé à mettre des petites choses en place. Et je pense que régulièrement dans l'année, on va y aller doucement, sans trop le dire aux filles, pour qu'elles gèrent cet effet un peu de surprise, d'adaptation. Et toi, en début de carrière, les jeux, tu voyais ça comme un rêve, un objectif, tu pensais juste même pas, c'était quoi un peu? Ouais, j'imagine. Enfin, moi, quand j'ai commencé à entraîner, je me suis dit, putain, ça serait top si un jour j'étais entraîneur au Pôle France, tu vois, ça serait cool. Mm-hmm. Et à la fois, je trouve que, tu vois, ça me donne une vraie forme de liberté. Mm-hmm. Et puis à la fois, comment dire, je me dis, des fois j'ai du mal, tu vois, à faire un pas de côté, de me dire, waouh, en fait, t'es à la tête d'une équipe de France qui va jouer les jeux, tu vois. Mais ça me donne aussi une forme de liberté, ça veut dire que j'étais hyper heureux dans ce que je faisais avant, tu vois, quand j'étais avec la Ligue et avec l'IFRAP, dans mon pôle espoir. Bon, les jeux, c'est beaucoup d'éclairage, de médiatisation, de monde. Et c'est sûr que les premières fois où on te reconnaît dans la rue, tu dis c'est quoi ce délire, tu vois, tu te dis. Mais bon, hormis ça, moi je pense que là où je prends vraiment le plus de plaisir, c'est bosser en équipe. Ouais. Tu vois, j'adore cette émulation dans un staff, ça me. Et puis il y a un truc que j'adore, je me faisais cette réflexion-là, c'est quand tu vois, tout à l'heure ça s'est passé, c'est quand tu fais un pas de recul, que le truc et que ça joue bien, mais t'es à l'entraînement, t'es même pas en compète. Et là tu te dis, putain, je crois que les filles elles sont sur la bonne direction. Ouais. Et ça, c'est le bonheur régulier, le bonheur stable, quelque part le vrai bonheur. Bon, des fois, quand tu gagnes, c'est tellement démesuré que... Et par rapport à l'événement en tant que tel, justement, on en parlait avec Romain Barnier de ça, des Jeux Olympiques, le fait de sacraliser ou pas, etc. Le fait que ce soit un peu atypique comme ça, cette préparation, où des filles, d'habitude, elles sont en 5-5, elles ont les compétitions internationales l'été, c'est un peu... T'as moins le temps d'y penser parce qu'en fait, t'as ta saison avant, et du coup, ça arrive après, mais c'est plus court le temps de... Là, c'est vraiment toute une année pour se préparer sur l'événement, entre guillemets, ultime. C'est pas la même approche, tu vois, donc j'imagine qu'il faut le sacraliser, mais aussi il faut peut-être des fois un peu le désacraliser d'une manière ou d'une autre. Je sais pas trop, hein, là, c'est une question ouverte. Hein, ce que j'aimais bien, ce que disait Romain, c'est le côté vision. Ça, j'y crois beaucoup. En disant, j'ai cette vision-là. Je pense qu'il y a pas mal de filles qui ont cette vision-là de se dire mais moi je vais monter sur la boîte, tu vois, en jeu. Et quand tu as cette vision-là, quand tu l'acceptes, cette vision-là, je trouve que automatiquement, tu te mets les moyens pour y arriver. Je comprends ça. Le chemin, il ne peut se construire que quand tu as la destination, tu vois. Ça, c'est quelque chose qui est très très fort. Et puis après, c'est cette capacité plutôt à gérer les situations de stress, les situations de sollicitation. Ça, c'est un vrai sujet. Oui, évidemment. Les sollicitations, c'est parce que quand on a commencé le 3-3, j'ai discuté avec Gwen qui entraîne avec moi sur l'équipe. Là, on se disait, on a commencé, mais 2 pelés et un tendu dans les tribunes, tu vois. Et puis là, tu es obligé de gérer les médias parce que tu vas avoir France TV qui va passer, t'as l'équipe, t'as ci, t'as ça, t'as de la presse régionale, presse nationale. Et c'est aussi une partie du métier que de se dire, ok, maintenant les filles, parce que c'est une charge mentale, parce que ça peut être aussi une charge physique, parce qu'il y a une priorité absolue, c'est le sportif. Ouais, bien sûr. Toujours. Et ça, c'est une autre partie du métier, finalement, qu'il faut mettre en place, et de savoir le gérer, et de savoir remettre un contexte à ça. Bien sûr. Hier, on a une soirée qu'on appelle, nous, les soirées inspiration. Ok. Et tu vois, c'était important qu'à un moment, les filles se sentent complètement libres dans cette soirée inspiration. Et donc, il y avait France Télé qui était là, et elle vient nous voir, elle dit, est-ce qu'on peut venir ? Je lui dis, écoute, pour moi, aucun problème. Mais je veux que toutes les joueuses soient d'accord. C'est ok avec ça. Tu vois, et donc elle fait le tour un peu des joueuses, machin. Il y a une joueuse qui dit oui, je suis d'accord. Je dis mais attends, et puis je vois, je suis à côté de toi, et je vois dans son visage que c'est un oui qui veut dire un non, tu vois. Donc je lui dis écoute, il n'y a aucun problème. Il faut que tu sois libre du truc. Si toi, à un moment, tu ne te sens pas libre, parce qu'à un moment, il peut s'installer de l'interaction dans cette soirée inspiration, il faut que tu puisses être dégagé de toute contrainte. Elle me dit finalement, je dis pas de problème, pas de caméra, au revoir. Ciao. Ouais, bien sûr. Et je pense que c'est hyper important de ne pas se laisser non plus embarquer par ça. C'est important dans le sens
moi je pense que ça fait partie du job et ça fait grandir notre discipline. Ouais, et puis votre succès a nourri ça aussi. Le fait que l'équipe de France féminine a été particulièrement performante depuis tant d'années, aujourd'hui clairement les gens voient que c'est une chance de médaille et tout ce qui va avec. Donc forcément ça attire le succès lumière. Amène la popularité. Et donc, tu vois. C'est pas parce que ça fait partie du job que c'est important que ça doit prendre part sur ce qui est sacré. Bien sûr. C'est le sportif. C'est clair, ouais, je suis bien d'accord. Et c'est intéressant la partie médiatisation parce que du coup ça me donne une question qui revient à toi directement en tant que Yann Julien entraîneur. Tu communiques de plus en plus sur tes réseaux sociaux notamment, sur le basket mais aussi sur ton management, comment tu coaches, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de coachs qui pourraient ou devraient aller dans ce sens-là. Alors ceux qui seraient à l'aise avec ça évidemment, parce que je pense que les coachs ont une voix à faire entendre entre guillemets et ils le font pas toujours. Qu'est-ce qui a fait que toi, tu as eu un déclic et qu'aujourd'hui, tu es prêt à faire ça et en plus, tu publies des contenus qui sont particulièrement intéressants et qui ont du succès aussi parce qu'il y a beaucoup de gens, j'imagine, qui te font des retours. C'est quoi qui a été un peu le déclic pour toi pour tendre vers ça et assumer le fait que, avec le succès que tu as, etc., tu aurais pu rester dans ton coin, etc. Finalement, tu as en plus pris le parti de t'exposer, entre guillemets, un peu plus. Alors, il y a plusieurs aspects. Souvent, je me faisais la réflexion, je me dis, putain, mais c'est quand même dommage. Il y a plein de coachs énormes et tu as l'impression qu'il n'y a pas la transmission. Tu vois, tu n'as pas le côté on ne formalise pas, ce que font mieux les anglo-saxons que nous. Donc j'avais déjà ça un petit peu en tête, mais franchement, j'étais pas à l'aise sur le fait de m'exposer, machin, tu sais, un peu le sentiment de l'imposteur. Bon. Mais on est champion du monde en 2022 et c'est un membre de mon staff qui me dit mais Yann, tu devrais communiquer sur ce que tu fais, sur ta vision des choses, etc. Ça résonne un peu en moi et je me dis tiens, est-ce que je le fais, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas et tout ça, machin. Et puis en fait, je me lance d'abord sur LinkedIn et en écrivant ma vision, tu vois. Et surtout, je me disais peut-être que c'est chouette, ça va permettre un peu d'interaction avec les gens qui vont me lire. Tu vois. Je ne veux pas y aller avec prétention, mais peut-être qu'il peut s'établir un petit truc. Et en fait, la grosse leçon de ça, c'est que moi, ça m'a clarifié mes idées. C'est que toutes ces choses que j'avais un peu en tête, mais qui étaient des fois un peu pêle-mêle, le fait de l'écrire, et ce réseau social-là, LinkedIn, qui est bien fait pour ça, on peut vraiment écrire, ça m'a permis de formaliser. Et ça me fait un bien énorme par rapport à ça. Le deuxième truc, ça a été un peu quand je suis parti sur Insta, où là, je me suis dit, putain, ça serait quand même chouette, parce qu'il n'y a pas beaucoup, effectivement, d'exercices de 3-3 encore. Ouais, alors, il y a des choses qu'on essaie de mettre en place avec la Fédé, mais ça nécessite de mettre en place des budgets, et puis il faut des temps de tournage. Là, du coup, ce qui était plutôt cool, c'est que, hop, tu sors le téléphone, tu filmes deux trucs, bien sûr, c'est facile, et tu le balances, tu vois. Et ça, c'est un peu la mission secondaire ou tertiaire, de dire, il faut aussi un peu transmettre. La limite, c'est que pareil, ça ne doit pas prendre la place sur le cœur de mon métier. Et il y a des moments où je fais le choix de quasiment tout stopper, notamment quand je suis en période estivale où on enchaîne les compétitions, les déplacements. C'est hors de question que ça prenne le pas sur travailler ma séance, prendre le temps que je devrais avoir avec mes athlètes ou mon staff. Après, ce qui est intéressant avec ton approche, c'est que souvent, quand on parle de com, réseaux sociaux, c'est toujours je vais faire mon intéressant, etc. Ça va être un peu pompeux et toi, c'est tout l'inverse finalement. C'est pas regarder mes résultats, je suis incroyable, c'est plus partager ta vision d'une thématique, de management, de comment tu vois le coaching, la relation avec les joueuses, etc. Et aussi la partie très technique où tu montres des exercices purs et durs de 3-3, peut-être pour des néophytes ou même pour des gens qui s'intéressent à ça pour essayer d'améliorer leur bagage. Au final, tu n'as que des contenus qui sont de valeur ajoutée, tu vois. Tu n'as pas des contenus qui sont vraiment... regardez-moi, je suis incroyable, tu vois. Et ce qui peut faire un peu peur sur les réseaux et qui peut être aussi un frein en disant attention, j'ai pas envie de... C'est toujours un truc qui me fait un peu flipper parce que je suis pas à l'aise avec ça. J'ai mis un certain temps pour pouvoir mettre des photos de moi sur les posts. Tu vois, au départ, c'était pas du tout ça parce que j'étais pas à l'aise du tout avec ça. Malheureusement, je me suis aperçu que les posts qui étaient les plus lus et surtout ceux qui étaient où il y avait le plus d'interaction, c'est malheureusement les trucs où il y avait ma photo, tu vois. Donc c'est pas un truc que ça humanise le truc. Alors oui, tu as ce côté-là, et puis du coup après on associe vite tiens, ah oui, effectivement c'est Yann. Donc du coup je lis le truc. Ça je l'ai accepté, mais ça n'a pas été simple parce que l'objet c'est pas ça. Moi l'objet c'est que ce dont j'ai envie c'est qu'on discute du contenu. C'est pas forcément de la personne en tant que telle qui le présente.
En tout cas, c'est ça qui me fait un peu vibrer sur les réseaux sociaux et en termes de com. Après, je pense que pour un entraîneur, construire sa réputation de cette façon-là, alors toi, tu es dans un cadre spécifique, on va dire, mais l'entraîneur qui est réputé sur siège éjectable, le fait de pouvoir construire une réputation, entre guillemets, il assume des valeurs ou une vision d'un sport ou tu vois, de l'entraînement, etc. Je pense que ça a une vraie valeur ajoutée sur sa carrière en tant que telle. En tout cas, je le crois personnellement et je ne sais pas si... je pense qu'effectivement, arriver à... J'aime bien dans ce que tu dis, tu vois, assumer ses valeurs. Ouais, c'est un peu ça l'idée, tu vois. Je pense que c'est important. Parce qu'à un moment, tu peux pas plaire aussi à tout le monde, tu vois. Non, clairement. Et c'est vrai que le mauvais côté des réseaux sociaux, c'est que forcément, tu es exposé, ça va plaire à des gens, mais ça va aussi pas plaire à d'autres. C'est pas grave, tu vois. Mais à un moment, le fait de pouvoir aussi exposer ses valeurs, c'est de se dire, moi aujourd'hui, je suis comme ça, je m'assume comme ça. Je pense que c'est là-dedans où je suis peut-être le plus efficient. Voilà ce que j'ai à vous proposer en termes de contenu. Débattons-en. C'est clair. Après, tu vois, dans la relation court terme, long terme entre les staffs, les présidents, etc., assumer des valeurs où tu sais que peut-être qu'au bout de 3 matchs, tu peux te faire virer, entre guillemets. Là, je parle dans le milieu pro classique, c'est un peu différent dans ton contexte pour le coup. Mais malgré tout, tu vois, je trouve ça intéressant sur le long terme d'assumer des valeurs et de partager ça et de se dire, OK, même si je perds 3 matchs et que je me fais virer, pas de chance, malheureusement, c'est terrible, tu vois. Mais il y a aussi le côté, j'assume une réputation, j'assume qui je suis et let's go, tu vois. Complètement, je pense qu'il vaut mieux perdre, quitte même à se faire virer avec on le souhaite jamais, ses valeurs. Ouais, bien sûr. On le souhaite à personne, mais avec ses valeurs, plutôt que d'essayer de faire l'anguille, là, et puis de se tordre à tout. Et une fois, je fais la girouette, tu vois, et puis non, enfin, je pense que généralement, là-dessus, on va au bout d'un moment pas très loin, quoi. Ouais, carrément. Et alors, pour revenir sur Paris, du coup, en termes d'ambition, c'est clairement médaille d'or. Ouais. Je pense qu'on peut dire qu'il y a cette ambition-là. Elle pourrait être un peu effrayante. Je me dis, c'est tellement une opportunité de dingue, tu vois. Maintenant, c'est bien gentil de dire qu'on veut la médaille d'or, tu vois. Mais en face, il faut que nous, on mette les moyens pour se développer par rapport à ça. Et ce qu'on cesse de répéter au staff et aux joueuses, ça, c'est une conséquence. La médaille, c'est une conséquence. Est-ce qu'on doit en parler tous les jours de la conséquence ? Ou est-ce qu'il est plutôt important de tous les jours parler du process, du chemin qu'on veut emprunter ensemble pour pouvoir avoir la conséquence. Et en fait, le focus, tu le fais là-dedans. Tous les jours, tu te dis, est-ce que dans la qualité de ce qu'on a mis aujourd'hui à l'entraînement, on était en phase avec la vision qu'on a de notre basket ? C'est toujours des histoires, tu sais, des objectifs de résultat et des objectifs de maîtrise. Enfin, tout le monde sait qu'aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est les objectifs de maîtrise. Même si tout le monde va te ramener au résultat. Tous les jours, on va lui taper sur l'épaule. La médaille, machin. Ok, la médaille, c'est une conséquence. Ouais, je comprends ça. Et juste pour les néophytes ou même pour globalement le contexte, c'est quoi les nations aujourd'hui qui sont les plus avancées en 3-3 sur le secteur féminin ? Alors, on a vraiment c'est hyper intéressant parce qu'on a des choses qui sont tellement hétérogènes. On va avoir le Canada, qui est peut-être aujourd'hui l'une des meilleures équipes. J'allais dire nation, mais non, équipe. Équipe au monde, parce que là, elles ont gagné la Women's Series, qu'elles ont gagné de nombreux stops de la Women's Series, que là, elles vont se présenter à l'Amérique Cup et tout ça. Mais elles sont 4. Ça veut dire que derrière, il n'y a pas beaucoup, le système n'a pas encore mis en place. Avec ce que ça peut aussi engendrer, si blessure, si pépin, si tout ce qui peut arriver, qu'on ne soit jamais exactement. Et puis le futur aussi de l'équipe. Bien sûr, parce que, tu vois, sur ce qu'on essaie de développer sur l'équipe de France, on est ultra focus sur les jeux. Mais tu as un après aussi qui se prépare. Clairement. Donc quand à un moment on réunit les joueuses en équipe de France et qu'on continue à aller chercher des joueuses de club, c'est parce que dans l'été, après les Jeux, il y aura de la Women's Series, il y aura une Coupe d'Europe, et qu'on ne veut pas traverser un été à 8 joueuses seulement. C'est clair. C'est le 3-3, notamment à cause des déplacements et du nombre de tournois, nécessite aujourd'hui qu'on fasse de la rotation. Cette rotation, elle est importante parce qu'elle développe aussi le futur de l'équipe de France. Bien sûr. Et que il y aura une nouvelle Olympiade à démarrer, et il ne faut pas la démarrer de zéro. Non, c'est clair. Ça, c'est pas possible. Tu as des nations comme, je pense à la Chine, qui a un fonctionnement avec des moyens colossaux. Alors que eux, l'argent, c'est pas un problème. Il n'y a pas de question à se poser de budget de ci, de ça. Il y a ça comme besoin, boum, on l'a. Et ce qui est assez paradoxal, c'est aussi valable avec les joueuses. Les joueuses qui se pètent, hop, on l'envoie se faire réparer, mais on en prend une autre, ça pose pas de problème.
Donc elles sont dans quelque chose qui est assez hybride parce que les clubs sont assez puissants avec beaucoup d'argent, mais bon, ce sont des clubs qui sont souvent affiliés à une entreprise nationale ou des clubs qui sont affiliés à une province. Donc quelque part, c'est un peu l'État. L'État, il dit bon, vous gérez tout ce bordel parce qu'à un moment, on veut une médaille d'or. Donc on ne sait pas trop quand est-ce qu'elles vont basculer dans l'année, mais là, elles sont encore en club et on ne sait pas si ça va être janvier, février ou mars. Et bon, quand elles y vont, par contre, elles font que ça. Et là, quand je dis elles font que ça, c'est que nous, les semaines de travail solo, chez elles, ça n'existe pas. Elles sont comme en formation. 7 jours sur 7. 7 jours sur 7. Tu vas avoir l'Allemagne qui a 4 joueuses professionnelles, qui sont des joueuses qui sont rémunérées par l'armée, donc l'État, mais elles sont que 4. Donc pour s'entraîner, c'est un peu le bordel. Et puis, le truc qui est assez marrant, c'est que ces 4 joueuses pro, elles peuvent être appelées en équipe nationale de 5-5. D'accord. Nous, c'est l'inverse. On va chercher des joueuses de 5-5. Combien en équipe nationale de 3-3 Elles vont chercher des joueuses de 3-3 professionnelles qu'elles mettent en équipe nationale de 5-5. Parfois, pas tout le temps, bien sûr. Tu vas avoir forcément, tu as des nations comme l'Espagne, comme l'Australie, qui sont des grandes nations de basket, et bien sûr les USA. Les États-Unis, bien sûr. Et puis les États-Unis, eux, ça leur pose pas de problème d'aller chercher 4 stars de WNBA et de les poser là et que les joueuses ne fassent pas toute leur saison de WNBA, c'est pas un problème. Non, c'est clair. Donc ça, ce sont les grandes nations. Puis après, tu as tout un tas de nations outsiders. J'ai envie de dire 4 nations un peu favorites. Et puis après, tu en as une dizaine qui peuvent, parce que ça reste du 3-3, qui peuvent faire une perf sur un moment. Et puis avec l'idée sur une année, avec une préparation spécifique qui peut marcher pour X raisons, ça peut être un outsider qui perce, quoi. Exactement. Clairement. Ok. Et alors, toi, Yann Julien, pour préparer tes Jeux Olympiques, comment tu vas faire en sorte d'être la meilleure version de toi-même ce jour-là ? Là, on parle de toi en tant que personne. Pas forcément avec ton équipe, pas ton staff, c'est toi au quotidien. C'est quoi que tu mets en place pour essayer d'être la meilleure version de toi-même pour les Jeux ? C'est intéressant, ça. Alors, c'est un truc sur lequel, aujourd'hui, tu vois, je m'estime pas suffisamment bon. Ça veut dire que je me suis aperçu, tu vois, ça m'a un peu repété à la gueule dans l'été. Ça veut dire que toute mon énergie, cet été, je l'ai consacrée à 90% à mes joueuses. Donc tu penses à tes joueuses, à ton équipe, quasiment H24, 5% à mon staff, pour pouvoir aussi le réguler, le gérer. Et puis quand je rentrais un peu à la maison, les 5% qui restaient, c'était pour ma famille. Et donc je me suis aperçu, tu vois, que finalement, toute mon énergie était consacrée complètement aux autres. Et en fait, dans cette histoire-là, tu t'oublies complètement. Et je suis sorti de l'été, et à un moment, dans la discussion notamment avec des personnes de l'Agence nationale du sport et puis d'autres coachs, je réévoque ça, mais je pense un peu, tu vois, en mode comment je fais avec ce bordel là, tu vois. Et là, on me dit, mais si tu espères qu'il y a quelqu'un qui va faire les choix à ta place, tu te trompes. Donc à un moment, tu peux pas te permettre d'arriver au jeu sans que toi-même tu sois contre-performant. Tu vois, il faut que tu sois au top de ta forme pour être performant, parce que le coach est dans ce système-là où il y a des joueuses, il y a une équipe, il y a un staff, et il faut que toutes ces personnes-là, au moment des jeux, soient au top de sa forme pour pouvoir faire. Alors c'est sûr que moi je vais pas courir sur le terrain, c'est pas moi qui vais prendre des tirs, etc. Mais dans les choix, il faut que je sois lucide, clairvoyant. Il faut que j'ai de l'énergie pour pouvoir accompagner mes joueuses et les autres membres de mon staff. Et à un moment, cette énergie-là, elle se manage aussi. Et donc, être capable, à un moment, de faire des choix. Et là, j'en ai fait un que jamais j'ai fait ça. Je pense que c'est que sur un des camps, j'ai dit à mon staff, je viens pas. T'as pris un break, quoi. J'ai dit, j'ai pris un break. J'ai dit, là, ça, c'est les pieds du camion. Vous savez très bien comment il marche. Et vous allez faire. Et ça m'a fait le plus grand bien. Ça m'a fait le plus grand bien. Je me suis un peu détaché, on va dire, déchargé un peu mentalement de ça. Et ça s'accompagne de tout un tas d'autres trucs. Le sommeil, capital. Ton chronotype aussi, la façon dont tu as de travailler. C'est-à-dire qu'à un moment, pose le téléphone, dors. Parce que ça, c'est la meilleure des récupérations. C'est la première. Derrière, le chronotype. Je me suis dit, avec expérience, mon chronotype, c'est que je ne suis pas quelqu'un du soir. Tu vas me demander de réfléchir le soir, comme j'ai pu le faire, avec des réunions interminables. On fait quoi demain, l'entraînement, et on va se remater de la vidéo. Je suis nul. Donc, tu ne vas rien tirer de moi à ce moment-là. Donc ça, c'est le lendemain matin. Et je préfère me lever tôt pour pouvoir bosser là-dessus, parce que ça, c'est mon chronotype. C'est la zone dans laquelle je suis le plus à l'aise. La bouffe, l'hydratation,
le développement aussi individuel, d'arriver, tu vois, à se consacrer aussi du temps pour pouvoir progresser et d'avoir cette ouverture d'esprit pour aller chercher dans des champs qui peuvent être divers et variés et continuer à avancer. Donc il faut, je pense, aujourd'hui avoir un traitement du coach pour lui-même comme celui d'un athlète. Et c'est important dans ce cadre-là aussi, comme l'athlète, lui, il est entouré. Je pense que pour un coach, aujourd'hui, être entouré, c'est quelque chose qui est nécessaire, avoir aujourd'hui quelqu'un qui va vous coacher. Et c'est bien quand c'est quelqu'un qui est aussi en dehors de votre discipline, qui peuvent avoir, alors ça peut être un préparateur mental, ça peut être quelqu'un qui était déjà, dans mon cas, moi j'ai la chance d'en avoir deux. Il y en a un qui est beaucoup plus orienté sur le sportif, un qui est beaucoup plus orienté sur moi, me connaître, et les aspects peut-être un peu psychosociaux. Et ça, je trouve que c'est nécessaire. Il faut avoir ce traitement. Il n'est pas simple. Non, clairement, parce qu'on a souvent l'image d'un peu le coach isolé dans sa toile de mémoire. C'est lui et lui-même, et puis au final, alors, tu te rends compte que lui qui accompagne, entre guillemets, ou qui coach justement, mais peut-être que lui aussi il a besoin d'être coaché ou d'accompagner d'une manière ou d'une autre, ce qui fait du sens en tant que tel, tu vois. Ce qui fait du sens, mais c'est vrai qu'en fait, tu es dans tellement une posture en plus hiérarchique, en disant c'est moi qui aide les autres. Oui, bien sûr. Non, en fait, tu es comme tout le monde. Toi aussi, tu as besoin d'avoir un coup de main. Et après, le truc, c'est d'arriver à bien s'entourer. Et c'est tout, sauf un aveu de faiblesse. Pour moi, bien sûr. Quelqu'un qui dit je suis accompagné, pour moi, c'est une force. Puis, il a tout compris. Tu vois, quelqu'un qui a franchi un cap sur le regard qu'il a de lui-même. Il y a souvent les clichés de je me fais aider, je me fais accompagner, c'est un peu il est faible, alors qu'en fait c'est l'inverse, je suis bien d'accord avec toi. Question subsidiaire que j'aime tout le temps poser. Tu as un parcours de vie aujourd'hui qui t'amène jusqu'à quelques mois des Jeux Olympiques et on souhaite le meilleur pour ça. Si tu devais reprendre un peu ce parcours-là et te donner un conseil, à toi, enfant, le petit Yann, qui est jeune, qui a peut-être des envies de basket, de coaching, de peu importe de sport, ce serait quoi les grands conseils que tu donnerais au petit Yann, jeune, enfant, adolescent, comme tu veux? Fais-toi confiance. Je pense que je pense, tu vois, quand j'étais un peu gamin, j'étais timide, réservé. L'adolescence, c'était un peu compliqué. Tu vois, tu te cherches à un moment et j'aurais aimé me trouver avant. Alors, je ne sais pas si je me serais développé dans l'entraînement et le coaching, mais fais-toi confiance, vas-y, fonce. Parce que je suis tellement convaincu qu'on a tous, tu vois, des talents. Il faut arriver effectivement à la trouver et puis fonce. Fais-toi plaisir dans ce truc-là. Parfait. Et dernière question. On fait ça maintenant à chaque fois. Est-ce que tu aurais un invité à me conseiller, mon cher Yann, pour un prochain épisode? Et quand je te dis conseiller, c'est conseiller, mais aussi potentiellement me mettre en relation avec lui, parce que sinon ça n'a aucun intérêt. Alors, tu penses à qui? Mettre en relation avec lui. À qui et pourquoi? Alors, ok, la relation, si tu veux, on peut faire l'impasse là-dessus. Je vais considérer que je te donne un veto. Une carte chance. Mais dans tous les cas, qui tu me conseillerais et pourquoi? Moi, j'aimerais bien avoir dans ton podcast Fabien Galtier. Ouh, ok, c'est bon ça. Pour plein de choses, parce que je pense que c'est vraiment. Enfin, alors, je suis pas un expert de Bill, mais j'écoute un peu ce qu'il peut dire, tu vois, en interview. J'ai déjà vu effectivement des podcasts où il interné. Je trouve qu'il est cette espèce d'ouverture, puis cette quête de la performance dans laquelle il a essayé de poser des questions de partout. Ça m'interpelle, tu vois. Et je suis sûr que la Coupe du Monde qui vient de vivre là, elle est tellement riche d'enseignements. Et pour autant, sincèrement, moi je pense qu'il passe à 2 doigts de la gagner. Hein. Même s'il s'arrête en quart, il passe à 2 doigts de la gagner. Et que ce match contre l'Afrique du Sud, il le joue 10 fois et il le gagne 9 fois. Mais je trouve que. Puis il a été tellement en classe en sortie de. Il n'a pas fait les arbitres, nanana. C'est tellement simple, mais ça tu vas le contrôler, sincèrement. Tu veux cramer l'énergie là-dedans et puis te chercher quelque part un prétexte qui va t'aveugler sur tout ce que tu pourrais chercher chez toi dans le groupe France. Et ça me plairait vraiment que tu puisses le faire venir. Alors j'ai pas son numéro perso. Peut-être en passant par des gens. Voilà, tu vas m'aider, c'est bon, on va le ramener. Parfait. Et Fabien Galtier, ça serait très cool. Parfait. Merci.